Bonjour et bienvenue pour cette exploration de l'assurance habitation au Portugal, le fameux Seguro Multiriscos Habitation. Bonjour. Oui, on a pas mal de documentation pour essayer de comprendre comment ça fonctionne là-bas. Exactement. L'idée, c'est de clarifier un peu tout ça. Qui doit s'assurer, pourquoi, quelles sont les garanties, et surtout, les différences avec ce qu'on connaît, nous, en France. Tout à fait. Que l'on soit locataire, propriétaire, bailleur, ou même pour de la location saisonnière. Allez, on commence par le fonctionnement général. Alors, le principe de base, il est assez classique, hein. C'est un contrat multirisque. Il couvre le bâtiment, les murs, quoi, et tout le contenu, donc les meubles, l'électroménager. Contre les risques habituels. Exactement. Incendie, dégâts des eaux, vol, et ça inclut la responsabilité civile. Voilà. Mais là où ça commence à diverger, c'est sur les obligations légales. C'est là le point clé. Et oui, parce que pour nous, Français, c'est assez surprenant. Au Portugal, la seule vraie obligation légale, c'est la garantie incendie. Et encore, attention, Oui, uniquement pour les propriétaires. Et pas tous. Seulement ceux qui possèdent un appartement en copropriété. Ce qu'ils appellent propriedade horizontale. donc si on a une maison individuelle, légalement, rien. Pas d'obligation d'assurance. Légalement non, sauf si bien sûr la banque l'exige pour accorder un prêt immobilier. Ça c'est autre chose. D'accord. Et ça nous amène à la grosse différence, celle qui surprend le plus souvent. Ah oui, le locataire. L'inquilino, comme on dit là-bas, bah lui, il n'a absolument aucune obligation légale de s'assurer. Zéro. C'est fou ça. En France, c'est la première chose qu'on nous demande. Exactement. L'obligation pour l'incendie, elle repose sur le propriétaire de la copropriété. Du coup, les bailleurs demandent très rarement une attestation d'assurance au locataire. C'est pas dans les habitudes. C'est vraiment une logique différente. Bon, mais au-delà de cette absence d'obligation pour le locataire, les garanties qu'on trouve dans les contrats, elles, sont plus classiques. Oui, oui, le socle est assez similaire. On retrouve l'incendie, les dégâts des eaux, le vol, la responsabilité civile, familiale, souvent le bris de vitre, les dommages électriques, l'assistance. Les basiques, quoi. Voilà. Par contre, attention, un point crucial, les catastrophes naturelles. Là, il y a une nuance très importante. Ah oui, laquelle? Alors que les tempêtes, les inondations sont souvent incluses, la garantie contre les séismes phénoménosismicos, eh bien, c'est très souvent une option, payante. Une option, pas incluse d'office comme la garantie CatNat chez nous. Non. Et vu le risque sismique dans certaines régions, comme Lisbonne, l'Algarve ou les Açores, c'est une option qu'on recommande très fortement. D'ailleurs, les banques, elles, l'imposent quasi toujours pour un prêt. D'accord, donc ça, il faut vraiment vérifier sa police d'assurance ligne par ligne. Absolument. C'est essentiel. Et ça m'amène à l'évaluation des biens. Oui, j'imagine que là aussi, il faut être précis, pour pas être sous-assuré. C'est ça, bien estimer le coût de reconstruction du bâtiment. Attention, les prix au mètre carré évoluent, faut vérifier les référentiels des assureurs. On parle de 800 000 € au mètre carré environ pour 2025 à la louche, et aussi la valeur du contenu, les meubles, etc. Sinon, c'est la règle proportionnelle qui s'applique en cas de sinistre. Et on est moins bien remboursé, forcément. Logique. Exactement. Bon, voyons un peu les différents cas. Le locataire, donc l'inquilino. Pas d'obligation, mais on lui conseille quand même de faire quelque chose. Ah oui, fortement conseillé, hein. Au moins pour couvrir ses propres biens, son régio et sa responsabilité civile locative. S'il cause un dégât des eaux chez le voisin, par exemple, il existe des packs spécifiques chez certains assureurs comme Fidelidade ou Mafre. D'accord. Et le propriétaire qui habite son logement, en copropriété? Lui, il a l'obligation pour l'incendie. Mais en général, il prend une multirisque complète. Bâtiment et contenu, c'est plus sûr. Faut juste faire attention à pas payer deux fois la même chose avec l'assurance de la copro. Exactement. Le Seguro de Condominio couvre les parties communes, parfois certains dégâts collectifs, mais rarement le contenu privé ou les aménagements intérieurs. Donc faut bien regarder ce que couvrent les deux contrats pour éviter les doublons inutiles. Et si on est propriétaire mais qu'on loue le bien? Le bailleur? Le seigneuriaux? Alors, lui aussi, il a l'obligation incendie s'il est en copropriété. Il a tout intérêt à prendre une assurance spécifique type propriétaire non occupant, PNO, comme on dit parfois aussi en France. Ça couvre quoi ça? Ça couvre le bâtiment, sa responsabilité civile de propriétaire, et souvent il peut ajouter des options. Protection contre les loyers impayés, les dégradations faites par le locataire, la garantie perte d'adhérendas, perte de loyer si un sinistre empêche de louer, est souvent incluse aussi. D'accord. Et pour une résidence secondaire? C'est plus cher? Oui, souvent un peu plus cher. Le risque est considéré comme plus élevé car le logement est inoccupé une partie de l'année.
Du coup, il peut y avoir une surprime et parfois des conditions un peu plus strictes, par exemple sur la garantie vol, si on s'absente plus de 60 jours. Il faut bien déclarer que c'est une résidence secondaire. Logique. On arrive au cas qui intéresse beaucoup de monde. La location saisonnière, type Airbnb. Ce qu'ils appellent alloggiamento local, ou AL. Ah oui, là, attention, c'est très spécifique. La loi portugaise impose une obligation légale d'avoir une assurance responsabilité civile exploitation spécifique. Une RC Pro en quelque sorte. Exactement, spécifique à l'activité d'alloggiamento local. Avec un capital minimum garanti de 75 000 euros, ça couvre les dommages causés aux clients pendant leur séjour. Et une assurance habitation classique, ça suffit pas. Non, absolument pas. Il faut vraiment un contrat dédié, souvent appelé Seguro Alojamento Local. Il combine cette RC obligatoire avec les garanties multirisques pour le logement lui-même. C'est un point de vigilance majeur pour tous les hôtes Airbnb et autres. C'est très clair. Bon, une fois qu'on a compris tout ça, vers qui on se tourne? C'est qui les gros acteurs sur le marché portugais? Alors, on retrouve des grands noms internationaux et des acteurs locaux très forts. Fidelidad, c'est le leader. Ensuite, Generali, Tranquilidade Jazz, Seguros, Zurich, Allianz, Lusitania, Mapfre. Il y a du choix. Et pour s'y retrouver? On peut utiliser des comparateurs en ligne, comme Comparaja, ou alors faire appel à un courtier, surtout si on ne maîtrise pas bien la langue ou les subtilités. Il y a des courtiers francophones, comme Innovexpat par exemple, qui peuvent aider. Et niveau prix, on entend souvent dire que c'est moins cher qu'en France. C'est vrai? C'est souvent le cas, oui. Bon, les prix varient énormément, selon les garanties, les capitaux assurés, où se trouve le logement. Mais pour donner une idée, une assurance de base pour un petit appart, ça peut démarrer autour de 30-50 euros par an. Ah oui, c'est pas cher. Pour un logement plus standard, 80-100 mètres carrés, on sera peut-être entre 150 et 300 euros. Et pour une villa avec toutes les options, y compris le séisme, là oui, ça peut monter à 500 euros ou plus. Mais globalement, le rapport garantie-prix est souvent jugé intéressant. Bon, si on résume les points vraiment essentiels à retenir de cette exploration. Alors, 1, la grosse différence, c'est l'absence d'obligation pour le locataire. 2. L'obligation incendie ne pèse que sur le propriétaire en copropriété. 3, attention à l'option séisme, à vérifier activement dans son contrat. Exactement. Et 4, pour un logement local, la location saisonnière, il faut impérativement cette assurance RC exploitation spécifique et obligatoire. Parfait, c'est très clair. Et ça amène une petite réflexion pour finir, non? Oui, je trouve cette différence d'approche entre la France et le Portugal, notamment sur qui doit s'assurer entre le locataire et le propriétaire, on peut se demander si ça ne reflète pas au fond des visions un peu différentes de la responsabilité individuelle, de la responsabilité collective face au risque. C'est intéressant comme différence culturelle peut-être. Une question intéressante à méditer. En effet. Merci pour cet éclairage très complet. Avec plaisir.